Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. 1. D'un acte volontaire et naturel à un acte volontaire et artificiel. En 1898, Sigmund Freud écrivait « Ce serait théoriquement l'un des plus grands triomphes de l'humanité, l'une des libérations les plus tangibles à l'égard de la contrainte naturelle à laquelle est soumise notre espèce, si l'on parvenait à élever l'acte responsable de la procréation au rang d'une action volontaire et intentionnelle, et à le dégager de son intrication avec la satisfaction nécessaire d'un besoin naturel. » Près d'un siècle plus tard, il s'avère que le souhait de Freud s'est réalisé. En effet, grâce à la contraception et à l'avortement, médicalisé ou non, l'assouvissement d'un besoin sexuel n'est plus ipso facto lié au risque de procréer. En Europe occidentale, la plupart des naissances résultent d'un désir préalable. L'acte de procréer est donc devenu une action intentionnelle. Cependant, la réalité a dépassé ce que Freud avait imaginé. Aujourd'hui, il est en général possible de commander un enfant, mais l'homme est allé plus loin en offrant aux couples stériles la faculté de donner la vie. Annihilant les obstacles physiologiques, l'assistance médicale à la procréation a permis de réaliser l'espoir de conception de ces couples. 2. Définition de l'AMP. Avant de s'intéresser à la législation qui encadre l'assistance médicale à la procréation, AMP, ou la procréation médicalement assistée, PMA, il convient de revenir sur l'étymologie puis sur la définition scientifique et juridique de cette pratique. S'agissant de la notion de statut juridique, la présente étude se contentera de renvoyer à celle du professeur Cornu en la matière. 3. Étymologie. Le terme assistance dérive du latin assistere, qui signifie se placer auprès d'eux, se tenir auprès d'eux. De cette racine, on déduit l'idée d'un soutien, d'une aide apportée. L'adjectif médical renvoie au domaine de la médecine, en latin medicina, qui signifie l'art de guérir. Lorsqu'on s'intéresse au sens profond des mots, il apparaît que cette association, assistance médicale, ressemble à un pléonasme, car des deux termes émane l'idée d'une aide portée à autrui. S'agissant du terme procréation, il vient du latin procreo, composé de la préposition pro signifiant devant et du verbe créo signifiant créer. Procréo signifie donc littéralement créer devant soi. Le terme est tourné vers l'avenir et suppose la création d'un être à partir de soi, qui succédera au géniteur. Autrement dit, il s'agit de donner la vie. L'assistance médicale à la procréation peut donc s'entendre comme une aide, une intervention dans le processus d'engendrement. Cependant, on peut légitimement se demander de quelle nature est cette aide. S'agit-il d'un accompagnement lors du rapport sexuel ? Une infertilité serait-elle à l'origine de cette aide ? Si tel est le cas, cette pratique viserait-elle à guérir l'infertilité ? 4. Définition scientifique. La procréation commence par la fécondation, c'est-à-dire la rencontre des gamètes masculins spermatozoïdes et féminins ovocytes. Parmi l'escadron, un seul spermatozoïde peut pénétrer l'enveloppe de l'ovocyte. Suite à cette rencontre, les deux noyaux des cellules sont visibles. C'est seulement lors de la fusion des gamètes qu'un noyau se forme, contenant les informations génétiques. Cette étape, la fusion ou loterie héréditaire, caractérise par essence l'espèce humaine, puisqu'elle renvoie à son caractère unique. Nullement prédéterminé, l'homme est le fruit d'un brassage génétique, chaque cellule reproductrice apportant sa contribution à la vie. Contrairement à l'incubation ovipare, la progéniture se développe in utero, c'est-à-dire à l'intérieur du corps de la mère. Fixé dans l'utérus, l'embryon grandit grâce aux échanges d'aliments et d'oxygène véhiculés par le cordon ombilical. À la fin de la 8e semaine de grossesse, l'embryon change de statut scientifiquement et juridiquement pour devenir un fœtus. Si le premier n'est pas considéré comme une personne à part entière, en revanche, le statut juridique du fœtus demeure incertain. En général, à l'issue des 9 mois, l'accouchement a lieu. La procréation peut donc être soit naturelle, résultant d'un rapport sexuel, soit assistée, à savoir l'assistance médicale à la procréation. 5. Définition juridique. La PMA est définie à l'article L. 2141-1 du Code de la santé publique comme l'ensemble des techniques qui permettent la conception d'un enfant hors du processus naturel,
c'est-à-dire sans qu'il n'y ait eu de rapport sexuel entre l'homme et la femme. L'enfant est donc le fruit d'une manipulation scientifique. Contrairement aux premières lois de bioéthique du 29 juillet 1994, la loi du 7 juillet 2011 a précisément limité ces différentes techniques. Ainsi, il s'agit de l'ensemble des pratiques cliniques et biologiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis de l'Agence de la biomédecine, ABM, permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. 6. Les principales techniques d'AMP. Dès lors que le couple est confronté à une infertilité prouvée médicalement ou à un risque de transmission d'une maladie grave, il peut solliciter une assistance médicale à la procréation. Les principaux traitements proposés sont l'insémination artificielle, IA, et la fécondation in vitro, FIV. 7. L'insémination artificielle. L'insémination artificielle est une technique rapide et simple. Grâce à un fin cathéter, le professionnel de santé introduit les spermatozoïdes à l'intérieur de l'utérus de la femme lors de son ovulation. Les spermatozoïdes remontent vers les trompes à la rencontre de l'ovocyte. Les gamètes peuvent être ceux du conjoint ou d'un donneur. On parle alors d'insémination artificielle avec donneur anonyme, IAD. 8. La fécondation in vitro. Contrairement à l'insémination artificielle dont la fécondation est réalisée in vivo, la fécondation in vitro consiste à recueillir les spermatozoïdes et l'ovocyte afin qu'ils se rencontrent dans une éprouvette, puis l'embryon est transféré dans l'utérus. À côté de la FIV classique, on trouve la FIV avec injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, ICSI. La différence essentielle entre les deux réside dans la manière dont la fusion intervient. Tandis que la FIV traditionnelle implique qu'un des spermatozoïdes transperce la membrane de l'ovocyte, la FIV ICSI consiste en l'injection d'un spermatozoïde sélectionné à l'intérieur de l'ovocyte. Dès lors que l'infertilité masculine est sévère, le recours à une FIV ICSI s'impose. 9. Les autres techniques. À ces deux pratiques de base, de nombreuses autres méthodes s'ajoutent, afin de permettre à des personnes de devenir parents, telles que la stimulation ovarienne, la conservation des gamètes, les dons de gamètes ou d'embryons, ou encore le diagnostic préimplantatoire, DPI. Grâce à la PMA, un couple peut passer outre son infertilité et avoir un enfant, voire avoir un enfant exempt de maladies génétiques. Toutefois, ne peut-on pas imaginer que l'émergence de ces possibilités conduise à des dérives ? L'homme s'est déjà affranchi de contraintes naturelles, l'infertilité et certaines maladies génétiques. Ne peut-on pas imaginer qu'il s'affranchisse d'autres lois naturelles comme celle d'être vivant, d'être en âge de procréer, d'être un homme ou une femme, d'être un apprenti chimiste qui choisit le sexe, la couleur des yeux ou des cheveux de l'enfant à naître. 10. Le désir d'enfant, un désir ancien, un désir profond. Le désir d'enfant, quasiment universel, est l'un des désirs les plus ancrés de l'humanité, voire de toute espèce vivante, car il s'agit d'un besoin naturel de se reproduire. Le système des récompenses, situé dans le cerveau, fournit les réflexes de survie de l'espèce, notamment se nourrir, éviter les dangers et se reproduire. Cet instinct primaire de reproduction, ce désir d'enfant n'est donc pas nouveau, parce qu'il est ancré dans chaque homme. Volonté de se projeter dans l'avenir, de laisser une trace, d'assurer le renouvellement des générations, de solder les comptes vis-à-vis de ses propres parents en devenant parent à son tour. Toutes ces raisons transcendent le souhait, autant d'un homme que d'une femme, d'avoir un enfant et de l'élever. 11. L'opprobre de l'infertilité. Pendant longtemps, l'infertilité était vécue comme un opprobre. Avant que la PMA ne voie le jour, les couples ont dû se satisfaire de deux autres procédés, l'adoption et la gestation pour autrui, GPA. L'adoption, connue depuis l'Antiquité, consiste à donner une famille à un enfant déjà né. Actuellement, sa portée est de plus en plus limitée, puisque le nombre d'enfants adoptables au niveau national et international est faible. Les couples recouraient également à la GPA. Au fil de l'histoire, des indices témoignent de son utilisation dans différentes cultures, telles que dans la Genèse ou encore dans la Rome antique, sous la locution de ventrem locare, qui consistait à ce qu'une femme féconde donnât la vie à un enfant, ensuite remis à un couple stérile. Bien avant les progrès scientifiques,
Des arrangements étaient passés afin de satisfaire ce désir d'enfant. La femme stérile faisait appel à une de ses pères pour que son mari ait avec elle une relation charnelle. Après avoir porté et remis l'enfant, ce dernier était considéré comme étant celui du couple. Or, à l'heure actuelle, en France, la GPA est interdite. 12. De l'opprobre à la science. La science est alors intervenue afin de combler les espérances d'enfants des couples infertiles. C'est à la fin du XVIIIe siècle, en Écosse, que la première insémination artificielle a lieu. Puis, à partir de 1970, la procréation ayant livré ses mystères les plus intimes, les scientifiques américains, britanniques ou encore français ont mis au point les techniques précitées. Grâce à la PMA, l'homme a le pouvoir de décider de son destin procréatif. Or, ce pouvoir à l'époque, tout comme aujourd'hui, ne manqua pas d'engendrer des questions éthiques et juridiques. 13. De l'autorégulation à la volonté d'encadrer le recours à l'AMP. Dans un premier temps, l'AMP ne fut pas encadrée. Les professionnels de santé s'autorégulaient. Mais dès 1983, une graine est plantée. De 1985 à 1994, elle grandit, se nourrissant de rapports officiels, de rencontres parlementaires, de projets de loi. Quelles conditions, quelles techniques autorisées ? La procréation étant artificielle, fallait-il réserver l'accès à la PMA à un certain modèle de bénéficiaires ? Devait-on autoriser le don de gamètes, assorti d'un secret absolu, profilant l'intrusion d'un tiers dans la chambre à coucher ? Une autre femme pouvait-elle porter l'enfant d'une autre ? Au fil des saisons, la graine est devenue un chêne traduisant les choix de société du législateur. 14. Le paradoxe des premières lois de bioéthique. C'est en effet, dans un second temps dans les premières lois de bioéthique du 29 juillet 1994, que le Parlement a fixé le cadre de la PMA. Cette dernière est limitée à une finalité thérapeutique, qui vient du grec thérapio, qui signifie soigner, guérir les maladies. Autrement dit, la PMA tente à guérir l'infertilité et ne répond donc au désir d'enfant que des couples hétérosexuels vivants et en âge de procréer. Le choix du législateur est révélateur, car il retient un modèle familial traditionnel, un papa et une maman. Or, paradoxalement, depuis les années 60, notamment mai 68 avec son cortège de changements de mœurs et de mentalité, le modèle classique ne prévaut plus et désormais, à ses côtés, coexistent des familles monoparentales, homoparentales, recomposées, pacsées ou en union libre. Le législateur de l'époque ne tient pourtant pas compte de ces nouvelles réalités s'agissant du recours à l'AMP pour les femmes seules ou en couple. 15. De révision. Cette loi a été révisée en 2004, puis en 2011, gardant le cap d'une ligne conservatrice, c'est-à-dire que la médecine doit répondre à une pathologie et non à une frustration ou à un désir d'enfant. Toutefois, cette finalité thérapeutique demeurera-t-elle pérenne avec la nouvelle loi de bioéthique prévue pour la fin d'année 2018 ? 16. Les législations étrangères. En attendant ce dénouement, les frontières françaises sont franchies sans scrupule afin de profiter de législations étrangères, notamment espagnoles ou belges, plus permissives. L'absence de consensus européen en matière de PMA développe en effet le tourisme procréatif. 17. Un phénomène interdisciplinaire. Depuis quelques années, des contestations s'élèvent à l'encontre des dispositions actuelles, réclamant l'abandon de la finalité médicale de la PMA. Cette demande de reconnaissance d'un droit à la procréation émane de personnes contraintes par les lois naturelles, notamment dues par le célibat, l'orientation sexuelle ou encore le décès du proche. Tous ces individus ne peuvent se satisfaire d'un enfant déjà né, réclamant haut et fort un enfant à naître. L'AMP leur offrirait un droit à la procréation, qui dépasserait les lois de mère nature. Mais jusqu'où irait ce droit de devenir parent génétique ? La procréation ne se limite pas à un aspect juridique. Bien au contraire, à la croisée des chemins, elle est un phénomène interdisciplinaire. 18. Procréation et art. La première forme de contestation, c'est l'art. Le mythe de la création fascine les artistes de toutes les époques, dans tous les domaines. Peintres, sculpteurs, musiciens, écrivains ou encore cinéastes se réunissent autour de cette question de la vie. S'agissant des écrivains, Mary Shelley, dans son ouvrage Frankenstein ou le Prométhée moderne, 1821,
n'est pas seulement la pionnière de la science-fiction. Cette œuvre perce le grand mystère de la vie et transgresse les lois naturelles, puisque Victor Frankenstein parvient à engendrer une créature. Une légende juive, celle du golem, créature faite à base d'argile, a inspiré l'auteur. Là encore, les secrets de la procréation alimentent l'imagination des cultures, des écrivains, mais aussi des cinéastes. Concernant ces derniers, ils adaptent des ouvrages tels que The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, 1985. Cette science-fiction dystopique décrit un futur où la majorité de la population est stérile à cause de la pollution, de l'alimentation, etc. Seules quelques femmes, les servantes écarlates, peuvent encore donner la vie. Leur rôle est donc limité à la reproduction. Œuvre de 1985 adaptée près de 20 ans plus tard, elle pointe du doigt l'infertilité croissante de la société et évoque, en filigrane, la pratique de la gestation pour autrui. Mais le cinéaste ne se contente pas d'adapter, il invente également ses propres histoires. Il évoque ainsi des thèmes sur le ton de l'humour ou sur une note de drame, afin qu'une réflexion germe dans l'esprit du spectateur. Le rôle de tous ces artistes n'est pas seulement de divertir le public ou d'être applaudi, mais bien au contraire d'interpeller la société. 19. Procréation et filiation. La question de la procréation médicalement assistée implique nécessairement de s'intéresser aux liens qui unissent la procréation et la filiation. La naissance d'un enfant résulte de la procréation. Naturelle ou artificielle, la procréation exige un travail d'équipe. L'homme engendre, la femme porte l'enfant. Cependant, la filiation ne saurait être réduite à la procréation. L'enfant s'inscrit dans une ligne généalogique qui peut être ou non la vérité biologique. S'agissant de la mère, cette dernière est celle qui accouche. Quant au père, il est désigné par le biais des fictions juridiques, à savoir la présomption de paternité, la reconnaissance et la possession d'état. Lorsqu'un couple recourt à une PMA, les mêmes règles s'appliquent afin que la filiation soit la plus vraisemblable possible dans l'intérêt de l'enfant. Même lorsqu'un tiers donneur intervient, son existence est niée. Le père désigné n'est pas le géniteur, la mère désignée n'est que la gestatrice. Sexualité, procréation et filiation ne sont plus intimement liées. Les revendications souhaitent se défaire de la finalité thérapeutique de la PMA, mais également autoriser certaines pratiques jusqu'alors prohibées. Quid d'une procréation sans homme? Post-mortem? Quid de la mère porteuse, simple incubateur? L'infertilité ovarienne doit-elle être préférée à celle utérine? L'abandon des dispositions actuelles aura nécessairement un impact sur la filiation aussi bien maternelle que paternelle. 20. Procréation et psychologie. Très souvent, ce sont les conséquences psychologiques sur l'enfant qui sont avancées afin de maintenir les conditions d'accès à l'AMP. Pourtant, selon des études, d'une part, le nombre de familles monoparentales et homoparentales a augmenté, et d'autre part, en 2006, il est recensé que 24 000 à 40 000 mineurs sont élevés par un couple de même sexe, essentiellement des couples de femmes. Le législateur a tenu compte de ces changements de société en autorisant la coparentalité, la délégation partage ou encore l'adoption. Mais paradoxalement, seuls les enfants déjà nés pourraient être élevés par ces formes familiales. Le paradigme dominant semble dicter les dispositions en vigueur. 21. Procréation et philosophie. Bien avant l'accès libre à la contraception, telle qu'on la connaît aujourd'hui en France, il n'était pas possible de prédire la naissance d'un enfant. De nos jours, il suffit de suspendre le recours à un contraceptif. La procréation est donc devenue intentionnelle. Qu'en est-il du statut de l'enfant? Est-il une fin ou le moyen d'assouvir un désir? Bien qu'il soit difficile de déterminer si l'enfant est une fin ou un moyen, puisque cela supposerait avoir accès au fondement du désir humain, les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. Certaines pratiques ne laissent planer aucun doute quant à la motivation des commanditaires. L'enfant cloné et l'enfant médicament sont indubitablement des moyens d'atténuer la souffrance d'autrui, ou de soi-même. 22. Procréation et science. Les connaissances scientifiques acquises en matière de procréation ont permis d'une part, de dissocier la reproduction et la sexualité, et d'autre part de répondre aux désirs d'enfants des couples infertiles, voire d'enfants non viciés. L'homme a déjà franchi des limites dictées par Mère Nature.
Il est allé au-delà de la stérilité et il a choisi ses pairs parmi des embryons sains. La procréation humaine étant de plus en plus maîtrisée, on peut légitimement se demander si l'on ne va pas aller au-delà des contraintes naturelles avec un enfant sans père? Un enfant commandé? Un enfant prédéterminé, cloné ou parfait? Un enfant placé dans un utérus artificiel? L'abandon du cadre juridique actuel implique une profonde réflexion sur cette fabrique de bébés. Retirer un interdit fragiliserait tout l'édifice. Le scientifique offre les possibilités, le juriste doit quant à lui y mettre des limites. En effet, une nouvelle ligne rouge doit être dessinée. Matérialisant la frontière de l'infranchissable, elle encadrerait les projets d'enfants qui chercheraient à glisser vers l'exploitation, l'aliénation ou la prédétermination. 23. Une finalité thérapeutique controversée. Ces dernières années, des voix s'élèvent et réclament l'abandon de la finalité médicale de la PMA. Les revendications s'intensifient car aujourd'hui la science a les moyens de passer outre certaines contraintes naturelles et de facto, d'admettre une nouvelle finalité, sociétale. Ces réclamations émanent du peuple, de professionnels de santé, de comités ou encore de parlementaires. Tous réclament une profonde réflexion en la matière. Les dispositions en vigueur, qui limitent l'accès à un certain modèle de bénéficiaires et interdisent certaines pratiques, sont de plus en plus controversées. L'enfant déjà né ne suffit plus à ses demandeurs, c'est un droit à être parent génétique qui est réclamé. Sujet vif, sujet incandescent, sujet douloureux, il oppose d'un côté les droits de l'enfant dont les dispositions sont conçues dans son intérêt et non celui d'autrui, et d'un autre côté le droit à l'enfant, désir primaire d'hommes et de femmes d'élever leur propre chair. L'intérêt de ce sujet, le statut juridique de l'AMP, est donc double. En premier lieu, l'actualité de ce thème n'est plus à démontrer puisque les revendications croissantes en témoignent, ainsi que l'ouverture des États généraux. Les débats de la plèbe alimenteront ceux des praticiens. Mais on peut légitimement se demander quelle en sera l'issue. Des lois naturelles aux lois de l'homme? En second lieu, il s'avère primordial d'étudier les conséquences d'une telle brèche dans le cadre légal. En effet, l'abandon du caractère thérapeutique de la PMA remettrait en cause l'édifice posé par le législateur de 1994. Abandonner une condition, et les autres seraient fragilisées, voire annihilées. Tel un château de cartes, les fondations s'effondreraient, car de cette finalité découlent toutes les exigences. 24. D'une finalité thérapeutique à une finalité sociétale? À l'origine, la procréation médicalement assistée a été pensée comme un remède. Il n'est donc possible actuellement d'y recourir qu'en cas d'infertilité pathologique ou de risque de transmission d'une maladie. Les bénéficiaires répondent à un certain modèle afin de satisfaire cette finalité thérapeutique. Mais, à mesure que la science livre ses mystères de la procréation et invente de nouvelles techniques, il est important de s'interroger sur la place de celle-ci. La science offre la faculté de repousser les contraintes naturelles, de procréer seul, de procréer avec le même sexe, de procréer en dépit de l'instrumentalisation. Mais dans quelle mesure l'être humain peut-il s'affranchir des lois naturelles? Certes, la plus grande hardiesse de l'homme a été de se révolter contre ces dites lois en bravant l'infertilité pathologique, mais on peut légitimement se demander, jusqu'où ira-t-il? De l'infertilité pathologique, le débat se déplace vers ce qu'il est convenu d'appeler l'infertilité sociétale. 25. Plan. Ainsi, il convient dans un premier temps d'analyser les dispositions actuelles en matière d'assistance médicale à la procréation, première partie. La finalité thérapeutique étant de plus en plus controversée, il s'agira dans un second temps d'envisager que cette finalité médicale puisse progressivement glisser vers une finalité sociétale qui répondrait à l'opprobre des personnes sociétalement infertiles. Deuxième partie. Première partie, la finalité thérapeutique de l'assistance médicale à la procréation. 26. Droit positif, une finalité thérapeutique controversée. Actuellement, le cadre légal de l'assistance médicale à la procréation est clair. Elle doit remédier à une infertilité pathologique. Cependant, ces dernières années, la société a changé, engendrant des réclamations. Ces revendications ne cessent de croître, émanant aussi bien des couples hétérosexuels et de même sexe que de femmes seules,
veuves ou célibataires. Tous réclament un élargissement des conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation. La société n'est pas la cause de l'infertilité puisque si 2 femmes, 2 hommes, une femme seule ou veuve, des individus de 80 ans ou de 10 ans ne peuvent procréer, c'est parce que la cause est naturelle. Mais en revanche, ce désir d'enfant, lui, est sociétal. Duralex, Sedlex. La loi encadre strictement la procréation médicalement assistée qui ne répond qu'à une finalité thérapeutique, chapitre 1. Or, on voit déjà poindre un assouplissement des dispositions légales dans les solutions jurisprudentielles. En effet, influencée par les demandes sociétales, la jurisprudence s'est déjà laissée surprendre, choisissant de glisser doucement d'une infertilité médicale à une infertilité sociétale, chapitre 2. Chapitre 1. Un cadre légal en apparence clair. 27. De l'autorégulation à l'intervention du législateur. Pendant quelques années, les techniques d'assistance médicale à la procréation ne furent pas encadrées. Par conséquent, les médecins s'autorégulaient. Ainsi, différents textes, notamment les règlements des établissements de santé pratiquant l'AMP, les avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé CCNE, et le Code de déontologie, déterminaient principalement le régime applicable. Néanmoins, à partir de 1994, la volonté de concevoir un enfant en recourant à ces procédés va être strictement encadrée. 28. Une finalité médicale inchangée en 2004 et 2011. En matière de bioéthique, le rapport entre la fin et les moyens est sans cesse débattu et ainsi, dès 1994, le législateur a tenté de trouver un compromis. À l'époque et jusqu'à aujourd'hui, le régime juridique choisi se fonde à la fois sur la dignité humaine, l'intérêt de l'enfant, mais plus particulièrement, il est dicté par les lois naturelles. En effet, dès les premières lois de bioéthique, le Parlement a opté pour une finalité médicale, car il souhaitait que l'AMP se rapprochât le plus possible d'une procréation charnelle, à moins que ce ne soit plutôt de l'ordre social dominant. En 2004, il a réitéré sa position, malgré un vif débat portant sur le décès d'un des membres du couple. Quant à la loi du 7 juillet 2011, elle s'inscrit dans la continuité des précédentes, gardant le cap d'une ligne conservatrice. On y trouve peu de changements et nombre de propositions ont été balayées, notamment la levée de l'anonymat, l'ouverture de l'AMP aux femmes seules et aux couples de même sexe, ou encore le transfert d'embryons post-mortem. La finalité thérapeutique de l'assistance médicale demeure donc inchangée. Ainsi, à l'heure actuelle, seulement un certain modèle de personnes accèdent à ces techniques, conduisant nécessairement à l'absence d'un droit à l'AMP pour tous, section 1, et ces techniques sont elles-mêmes strictement encadrées, section 2. Section 1. Un refus d'assistance médicale à la procréation pour tous. 29. Un accès doublement limité. Actuellement, l'assistance médicale à la procréation n'a pas pour objectif de satisfaire un désir d'enfant, mais répond seulement à une finalité thérapeutique. Par conséquent, l'AMP ne concerne que les couples confrontés à une difficulté médicale, 1 et qui correspondent à un modèle familial stéréotypé du législateur, 2. 1. Un accès limité à une finalité thérapeutique. 30. 3 hypothèses. La loi n'a prévu que 3 hypothèses pour recourir à une assistance médicale à la procréation. Tout d'abord, elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué, A. Ensuite, elle a vocation à éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, B. Enfin, elle cherche à éviter toute forme d'acharnement thérapeutique en admettant la renonciation. À travers cette dernière disposition, les rédacteurs ont voulu éviter des formes d'acharnement thérapeutique porteuses de risques pour la femme ou l'utilisation de nouvelles techniques insuffisamment éprouvées. À l'infertilité pathologique. 31. Différents facteurs d'infertilité. En matière médicale, l'infertilité se rencontre lorsqu'aucune grossesse ne survient dans un couple ayant pourtant des rapports sexuels non protégés, depuis au moins 2 ans. L'infertilité peut résulter de différents facteurs. Elle peut être liée à l'homme, anomalie génétique, impuissance, oligospermie,
À la femme, obstruction, ablation ou encore altération des trompes de Fallope. Au couple doublement infertile où elle peut provenir de causes indéterminées. En pratique, les raisons exactes qui font que le couple ne peut avoir d'enfants demeurent très souvent inconnues. 32. L'augmentation de l'infécondité. Ces dernières années, les scientifiques relèvent une hausse des cas d'infertilité. Le professeur Friedman dresse une liste succincte des menaces potentielles ou des précautions à prendre. Avant d'énoncer quelques exemples à titre informatif, il convient de noter que d'éventuelles campagnes de prévention et de sensibilisation pourraient lutter contre cette infécondité grandissante. Tout d'abord, le surpoids constitue un réel risque. S'agissant de l'homme, il entraîne une diminution du nombre de spermatozoïdes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.